Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais te laisser te présenter d'abord un peu. C'est qui Nicolas Turcotte, ton entreprise? Parfait. Pour répondre tantôt, me demandait Martin, boucherie de Turlot, élevage des pigeonneaux de Turlot, quoi que ce soit. En me présentant l'historique, dans le fond, on a fait évoluer notre nom. Parce qu'à la base, c'est élevage des pigeonneaux de Turlot, on faisait que du pigeonneau. En 2004, lorsqu'on a démarré, moi et Réa, 50%, les deux. Puis on a fait avancer vers boucherie de Turlot à force de temps. Donc, c'est ça. On a démarré en 2004, Réa et moi, seulement dans l'élevage de pigeons à chair, seulement en vente-restauration, pas de vente au détail, rien. C'était seulement de la vente en gros. C'était la suite d'une autre entreprise qui était Pigeons Bellechasse. On avait racheté les équipements, le troupeau, puis la liste de clients. 2006, on a acheté notre ferme porcine et acéricole à Saint-Gervais. Ultimement, on produisait du porc conventionnel pour Olimel et tout. Puis, les restaurateurs qui avaient un bon contact avec nous déjà, avec le pigeonneau, nous ont demandé d'aller vers la mise en marché. Donc, tantôt, j'ai entendu des questions au niveau de « Bon, vous faites une étude de marché ou quoi que ce soit? » Non, on est allé avec le modèle québécois. Copier son voisin, c'est plus facile que d'essayer de savoir ce qui se passe, c'est quoi le manque. Donc, ultimement, on s'est mis à faire du porcelet de lait pour copier, sans aucun cachette, la ferme Gaspard à Mirabel. Il y avait une demande en restauration pour ce produit fin-là et tout. On a fait le porcelet de lait. Ça a très bien démarré. On avait un regroupement de 6 restaurateurs de Québec qui achetaient notre produit. Après 1 an et demi, là, on s'est remis en question. On a dit, pourquoi faire comme un autre? Oui, essayer de développer nous-mêmes. Parce que entre-temps, on a toujours eu les portes ouvertes de la ferme. On ne fait pas d'agrotourisme, mais les restaurateurs qui nous demandaient de venir visiter la ferme, les portes étaient ouvertes, les écoles de cuisine et tout. Puis, l'idée est venue d'un étudiant en cuisine. Pourquoi tu ne fais pas un porcelet qui est plus accessible que le porcelet de lait? Ah, ben oui, c'est simple. On a fait un porcelet de grains. On est arrivé avec l'approche vraiment au niveau d'aller vers le restaurateur. Tantôt, on parle de coût de production, de prix au kilo ou quoi que ce soit. Turlot, on est venu au monde avec la vente au restaurateur. C'était 85 voire 100% de notre chiffre d'affaires à la base. C'est simple, ça se résume, le cost food. Le prix à la portion dans l'assiette. C'est simple, c'est la seule manière qu'on a appris à compter, nous, à la base. C'est une chose que vous devez savoir si vous allez vers la distribution, en gros, au restaurateur. Le restaurateur se fout complètement que le steak vale 98 pièces du kilo. Le restaurateur veut savoir sa portion de 180 grammes cuite va lui coûter combien. C'est ce qu'il fallait savoir, c'est ce qu'on a développé, c'est vers là qu'on est allé. Ça nous a fait énormément avancer au niveau de la restauration, donc le pigeonneau, ensuite le porcelet de grains, puis ensuite de tout ça, on n'avait plus assez de volume pour aller dans la mise en marché collective, donc on est allé avec le porc lourd aussi. Donc depuis 2010, on est sorti à 100% de la mise en marché collective. On met en détail 3000 porcs par année, 12 000 pigeonneaux, puis 400 gallons de sirop d'érable. Tout mis en marché directement via la restauration. Puis il y a eu quelque chose, une pandémie, que ça a changé tous ces ratios-là. Là. Mais ultimement, Martin va sûrement me poser des questions dans cet entourage-là. Mais pour savoir, dans le fond, résumé, on a démarré de rien, on est une première génération, succession non apparentée de la ferme, puis on a développé là, dans l'ordre, pigeonneau, porcelet de lait, porcelet de grains, porc lourd, puis notre sirop d'érable maintenant, tout mis en marché. Parfait. Tu nous as pas parlé beaucoup de la boucherie. On voit que tu as quand même des bonnes installations là aussi. Là. Peux-tu nous parler un peu plus là, de comment tu es installé là, aujourd'hui, là, le nombre d'employés? Puis Ça, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Ultimement, lorsqu'on va faire pareil encore un petit recul, en 2010, lorsqu'on s'est mis à faire la mise en marché du porcelet et tout, puis en 2014, là, qu'on est tombé 100% avec le porc lourd et tout, la première boucherie qu'on a construite, on l'a construite au sol de la maison. On a fait un C1 à des coûts que, je vais me permettre de le dire là, juste pour vous faire dire « Ah, OK, on n'est plus en 2014 ». Mais on a construit une boucherie dans le sous-sol à crédité C1, où ce qu'on a mis en marché jusqu'à 24 porcs par semaine. La boucherie a coûté moins de 70 000.
chambre froide, congélateur, salle de découpe, équipement. Qu'on opérait, Réa et moi, avec un boucher à temps plein qui faisait de la livraison aussi, puis deux mercenaires, deux bouchers là, à 8 heures par semaine qui venaient aider. Donc, abattage le lundi, découpe mardi, mercredi, l'abattage des pigeonneaux le mercredi, puis livraison d'un restaurant le jeudi. Vendredi, oui. Samedi, dimanche, on était agriculteur. Lundi, on devenait distributeur de viande. Parce que, ultimement, la présentation précédente qui disait vous avez beaucoup de questions à vous poser et tout. La première que vous devez vous poser de toutes, c'est est-ce que j'accepte de prendre cette tâche de travail de plus là? Est-ce que je veux cette nouvelle job-là? La commercialisation de nos produits, c'est une job à temps plein autre qu'agriculteur. Ça, il faut que les gens soient bien conscients quand ils se lancent là-dedans. Tu es parti comme agriculteur, oui. Tu es rendu pas mal transformateur, vendeur de tes produits. Aujourd'hui, comment tu te considères? Là? Tu réussis-tu à être bon dans tout? Là? Oui. Non, mais... non, sans farce, c'est important qu'il faut s'entourer et tout, mais une des grandes forces de Turlot, c'est qu'ultimement, on a tout fait avant de le déléguer. Que oui, vous entourez, on peut pas tout faire et tout, je suis d'accord avec cette phrase-là. Mais si tu l'as pas fait, tu peux pas... Tu vas chercher du service conseil en dehors pour te faire challenger, mais il faut que tu sois capable de challenger ton service conseil. Parce qu'on se doit arriver avec une formule précanée. On a tout le temps relancé le système, puis de voir, puis de prendre les opinions, oui, d'un service conseil, d'un autre service conseil, de d'autres entrepreneurs, de d'autres agriculteurs et tout. Fait que, oui, on réussit à être bon un peu dans tout. Moi, les deux, on a un deck en gestion agricole, mais je suis autodidacte en boucherie, je suis autodidacte en cuisine. Puis, je suis allé m'entourer des meilleurs. Je suis allé travailler dans des restaurants, dans des cuisines à côté de grands chefs. J'ai appris à parler le langage. Tantôt, l'autre témoignage parlait que la même pièce peut avoir 4 noms. Ben oui, on est polyglotte. On parle 28 langues parce qu'une pièce de viande, elle a 10 noms. Puis même ici au Québec, quand on découpe à forfait pour d'autres éleveurs, un va m'arriver avec un nom, puis l'autre va m'arriver avec l'autre nom, tout dépendant de quelle région du monde il a entendu parler de cette pièce-là. Ça, je pense que c'est une des choses qui distingue aussi le fait que tu as travaillé beaucoup au début avec les restaurateurs qui arrivaient avec leur propre découpe, leur propre façon de présenter la viande. Je pense que ça a été une grosse école là, d'apprentissage, là, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, les restaurateurs. Ça a été une école, puis ça a permis d'apprendre à calculer encore le coût de revient. Parce que lorsqu'un restaurateur m'arrive, me demande « Ah ben, je veux faire ça. » OK. Là, tu prends la carcasse, puis étant donné que je la découpais moi-même, ah, mais si je pose mon couteau là à la place de là, lui, sur l'autre bord, il n'y a pas ce surplus à gérer, j'améliore son coût à la pièce, puis moi, je suis capable de le repasser dans telle autre production, ou un tel autre restaurateur va avoir besoin de cette pièce-là pour faire une autre recette. De connaître la cuisine, de connaître la boucherie, m'a permis de réinventer la découpe d'une carcasse, de la travailler autrement, puis de la survaloriser, puis de m'adapter à la carcasse que j'ai. Parce que, ultimement, tantôt aussi, on parlait de la macreuse de bœuf. Bon, la macreuse de bœuf, oui, c'est une très bonne pièce. Je suis pas mal d'accord que c'est une des meilleures pièces dans le bœuf, mais de pas n'importe quel bœuf. Sur du wagyu, je suis d'accord. Sur un Galloway, non. Tu sais, c'est, ultimement, il faut y aller aussi avec qu'est-ce que le produit peut nous donner. Parfait, respecter le produit. Puis... Exact. Puis, ben, le potentiel de la carcasse. Tu sais, ultimement, tantôt on nous parlait de parler un peu plus de l'équipe, où je vais faire un peu le résumé, mais tu sais, ultimement, on est rendu avec 26 employés, 14 à temps plein. C'est 15 tonnes de viande qu'on traite par semaine. Pour nous, c'est notre mise en marché au complet de nos porcs. Donc, le mardi, mercredi, on traite entre 55 et 60 porcs entiers. Les lundis, jeudi, vendredi, on travaille du bœuf, de l'agneau, du wapiti, du bison, du sanglier, toutes les viandes élevées au Québec. C'est tout travaillé là. Fait que, ultimement, toute notre équipe a été montée. À chaque fois qu'on engage quelqu'un, il faut qu'il apprenne l'autre vision. C'est pas une approche de supermarché ou quoi que ce soit, c'est une approche de valorisation de la carcasse. Au bout de la ligne, il y a un animal qui est mort, on va s'organiser de le valoriser au complet. C'est beau on peut le faire. Il y en a des, mettons les vaches de réforme pour certains éleveurs, on les prend, on les galette en galette à burger pour des restaurants, portionnés 135 grammes, packagé en paquet de 6, tout fait, tout canné pour un restaurateur. Oui, c'est une manière de travailler, mais il y a aussi une manière de valoriser. Pareil, mais c'est un animal de réforme.
J'ai envie de te poser la même question que j'ai posée à Michel tantôt. Là, dans tout ton parcours, là, c'est quoi la pire gaffe ou l'affaire que tu dis crime? Faites attention à ça. Moi, je suis passé par là. Ça a été moins bien. Là, essayez d'éviter ça. Quand tu l'as demandé tantôt, justement, ils vont me poser la question. Ben honnêtement, on a tout le temps eu l'approche de se dire on n'a jamais fait d'erreur. On a toujours pris la meilleure décision avec les informations qu'on avait à ce moment-là. Puis de vivre avec cette décision-là. C'est l'approche qu'on a toujours eue à l'interne. C'est sûr que je pourrais en nommer un paquet qu'après je me dis c'est peut-être une erreur. Ultimement, tout ce que je dis là, moi, aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait la distance, le pas de recul. Il faut prendre que... Moi, cette année, c'est la 19e année de Turlot. Le réseau, Agri-Réseau, n'était pas aussi développé qu'il l'était là. Donc, au début, quand on est allé chercher, on a fait... on s'est débrouillé beaucoup par nous-mêmes. Peut-être qu'on aurait dû persévérer, te challenger un petit peu plus, puis nous amener, puis faire sortir plus au niveau de certains conseillers, de presser un peu plus le citron. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on a faite. On aurait dû, au lieu de s'autonomiser de notre bord, de challenger un peu plus les conseillers, mais d'un autre côté, je suis aussi bon que je suis là parce que je l'ai fait moi-même. Ben, on dit souvent qu'on est la somme de toutes nos erreurs, là, puis qu'on apprend. Ça. Fait que tu as l'air d'avoir appris pas mal. On a des bases. Mais, regarde, là, ce qu'on voit là, le poussoir à saucisse qu'on utilise, c'est peut-être une erreur qu'on a faite à la base quand on s'est équipé pour la boucherie. On a acheté un poussoir à saucisse qu'on travaillait avec ce linker à saucisse-là. Ça a été acheté pour faire de la portion dans petite saucisse. Comme ça fait du 55 grammes portionné pour les restaurants pour atteindre le niveau de coût de revient au niveau des brunchs. Mais dans les 3 dernières années, l'explosion des ventes en direct et tout, la vente par Internet, que pour moi, comme transformateur à matin, est une plaie parce que c'est du packaging. Tu peux pas mettre en vente sur Internet un steak et dire il vaut 78$ du kilo, puis il n'est pas tranché portionné égal. Donc, avec une machine comme ça, on est capable de portionner à plus ou moins 2 grammes. Donc là, on est capable de répondre aux normes d'étiquetage, puis d'avoir un produit que le producteur, lui, n'aura pas de perte. Parce que si tu garantis que tu as un paquet de 450 grammes, il faut qu'il y ait 450 grammes. Mais si c'est tressé à la main, puis tu sors des paquets à 480, 490 grammes, tu as une perte de 30 grammes à chaque paquet, à moins que tu l'absorbes dans ton prix. Fait que là, tu augmentes, tu exploses. Quand on tombe dans le portionnage de steak, si j'aurais pu faire 9 contre-filets, je vous annonce que je vais en sortir rien que 7 portionnés. Parce que je redécoupe, je retrime, ça vaut de la viande hachée. Fait qu'on explose les coûts de revient à la pièce avec le portionnage. Ça facilite la vente par Internet, mais ça débâtit un coût de revient. Fait que, tu sais, d'arriver avec des machines comme ça, on aurait peut-être dû s'équiper avant. C'est peut-être une erreur. Mais un poussoir à saucisse... plus tôt, là. Oui, mais un poussoir à saucisse de même, ça vaut 70 000. Mon premier poussoir à saucisse a coûté 1200. Là, c'est beau, les programmes de subvention, mais quand tu en as besoin, tu vas dire oui au contrat. Mais comme robotique, j'ai déposé au mois de novembre. J'ai eu l'accusé réception il y a 1 mois et demi. Il faut se prendre d'avance. Il faut se prendre pas mal d'avance. Puis la demande du client a changé entre-temps. Fait que là, c'est même plus... Je sais que je vais demander à peu près 8 amendements à ma demande initiale lorsque je vais être approuvé final. Puis là, on va pouvoir y aller de l'avant. Mais tu sais, un coup que tu as compris la mécanique de ça, c'est merveilleux. Mais c'est quand même assez à contre-courant de ce que nous disent par rapport à la tendance de vente par Internet, de faire attention au portionnage, puis c'est pas tout vert, puis c'est pas tout beau partout. Il faut que ça soit calculé. La vente par Internet, ça permet de diminuer la tâche de travail au niveau de la vente, mais le coût de revient explose. Le produit devient beaucoup moins accessible aux clients parce qu'il y a de la perte sur la carcasse. Il y en a un des deux qui va absorber la perte, mais au bout de la ligne, c'est une problématique au niveau de ça. Au niveau des centres de transformation, que ce soit n'importe quel, ultimement, moi, quelqu'un qui me demande quelque chose de portionné va payer plus cher à la livre de débitage. Fait que, en plus qu'il y a moins de rendement dans sa carcasse, vu que moi je baisse mes cadences, ça lui coûte plus cher de transformer. Donc le portionnage rend ton produit moins accessible. Il y a ça aussi qui est un bémol par rapport à une vente à la ferme en boutique. Puis là, avec la situation de la main-d'œuvre présentement, j'allais te poser la question. Ils sont rendus où tes défis? Je pense qu'on est en train d'aborder la question. Là. J'ai 5 postes ouverts. 5 postes.
la croissance du circuit court apporte une problématique. Puis, dans la salle, j'ai quelques clients qui font découper chez nous. Puis, ils vont comprendre ce que je dis là. Ultimement, l'année passée, quelqu'un qui avait fait abattre 40 bœufs, que je lui ai débuté les 40 bœufs, cette année, a réservé pour 60 bœufs parce que son volume augmente. Donc, il faut s'assurer d'être capable de sortir la qualité, juste de servir nos clients. On ne va même pas chercher de nouveaux clients, mais de réussir à servir les clients qui sont là, qui sont réguliers, sans diminuer l'offre, maintenir la qualité. Parce que quand on le voit, là, les ingrédients qui sont versés pour la saucisse ou quoi que ce soit, chez nous, on ne travaille pas avec des mélanges BSA, on travaille avec des ingrédients purs. Tout est fait sur mesure. La marmite, vous savez que vous m'avez demandé de prendre une belle position avec les bras croisés et tout. Ça, c'est les fonds maison qu'on fait, c'est pas de la poudre. On a fait retirer nos autres. On part toute la base. C'est de la cuisine, comme nos grands-mères faisaient. Donc, ultimement, de maintenir cette qualité-là, puis de tenir la cadence avec l'augmentation des volumes, d'essayer de satisfaire la clientèle actuelle, c'est une problématique majeure. Et on est en processus d'importer de la main-d'œuvre de l'Europe. On va aller chercher. Puis, on demande de l'Europe, mais en parallèle, ça va aller avec. Ça va être le nord de l'Afrique. Ça va être fascinant. On va avoir des musulmans qui travaillent du porc, là, mais c'est la seule place qu'on peut avoir de la main-d'œuvre. Et voilà. Tu l'as fait avec Julie? T'as fait venir une stagiaire chez vous pour apprendre? C'est-tu des choses que tu peux offrir? Là, ou c'est des producteurs qui voudraient s'intéresser un peu plus à la découpe? Puis... question de... On va donner la situation là directement à Julie. On découpait ses bêtes, ses agneaux, ses bovillons. Puis, elle me dit, là, je vais faire mon cours en boucherie parce que, ultimement, je vais ouvrir chez nous et tout et tout. Je vais vous le répéter comme je l'ai dit, c'était très cru, là, mais j'ai dit, ça ne donne rien d'aller faire un cours en boucherie. Tu n'apprendras rien en boucherie à l'école. Ils vont t'apprendre à découper de la boîte, de la carcasse, tu ne sauras pas c'est quoi. Tu ne seras pas autonome chez toi. Viens t'as travaillé chez nous. On va te montrer c'est quoi un vrai job. Tu vas comprendre, tu vas être capable de bien le faire. Tu vas être capable de bien conseiller tes clients après. La seule chose, tu viens pas 3 semaines, 1 mois. Tu viens 10 mois travailler pour moi. Pendant ces 10 mois-là, je vais tout scier que tu sois capable d'être autonome après ça dans ta boucherie. Fait que j'étais allé me chercher de la main-d'œuvre. J'ai sorti quelqu'un du réseau scolaire pour avoir une paire de mains autonome, compétente. C'est ça. Il y a un aspect que je voulais qu'on couvre. Tu l'as abordé tantôt au niveau du conseil, puis souvent, on part vite, on fait nos erreurs. Dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles de ton utilisation des services. Là. Qu'est-ce que tu as utilisé à date là, dans ton parcours comme conseiller? Puis, à la limite, peut-être vers l'avenir aussi, toi-même, si c'est un domaine qui peut t'intéresser. Oui, à travers toutes mes autres implications, comme on s'est déjà parlé. Mais, ultimement, on s'est servi à la base beaucoup là, au niveau de... La première chose... Mettons, au niveau de la mise en marché, on parle de la mise en marché en ce moment, là. Bon, il faut faire une introspection. Ça, je pense pas qu'il y ait de service conseil à ce niveau-là, mais les gens devraient passer une entrevue, se faire questionner, se faire challenger, voir s'ils ont le potentiel de faire ça. Parce que c'est une job en soi de faire la mise en marché. Puis, faut qu'il y ait une complémentarité des associés dans l'entreprise ou quoi que ce soit qui soient capables de faire face à ça. La deuxième, il faut connaître ses cas sur le bout de ses doigts. En agriculture, on est très diversifié. La plupart des fermes, c'est rare qu'il y ait une ferme qui est très, très spécialisée dans quelque chose. Quelqu'un qui est éleveur mettons, comme moi, je suis éleveur de porc, de pigeonneaux, j'ai l'érablière, on fait des petits travaux forfaits, ainsi de suite, tout. Bon, le coût de revient de mon porc, c'est quoi? Les coûts de machinerie, je les applique à quel pourcentage sur mes porcs? Il faut être challengé, il faut aller chercher le service conseil à ce niveau-là. Ça, on le fait. Autant au niveau des agroéconomistes de des groupes privés qu'avec les consultants Denis Champagne ou quoi que ce soit. Ça, on a passé plusieurs fois par là pour savoir vraiment 1 kilo de viande nous coûte combien, puis pouvoir faire l'opération même à la base. Lorsqu'on a lancé le premier centre de découpe, juste vous dire à quel point on en regardait toutes les possibilités, puis pour savoir à quel point on allait-tu passer ou on creusait notre tombe en faisant ça, on a calculé que si on faisait abattre tous nos porcs, qu'on gardait seulement les flancs pour faire du bacon. On envoyait les longes, les aussi dans des traiteurs. Fait qu'on pouvait aller chercher 1 ou 2 clients traiteurs. Le bacon, c'est pas dur à vendre, c'est du bacon. Puis tout le reste, on le mettait en viande hachée puis on faisait de la saucisse. 1 kilo de viande nous coûte combien? Fait que ça, c'est les services qui nous ont permis d'aller chercher ça. Puis là, on a été capable de se lancer à partir de là. Fait que tout ce qu'on vendait plus cher que de la viande hachée était du gravy au bout de la ligne. Puis tout dernièrement, Stéphane nous a permis d'aller chercher une prochaine corde à notre arc. On a obtenu à la relève le quota de poulet.
grâce au travail de Stéphane, parce que ça, on l'a délégué à 100%. Quand j'ai appelé Stéphane, d'après moi, il a trouvé ça mémorable comme elle. Stéphane, ça me prend ça, j'ai pas le temps, carte blanche, va nous chercher un dossier gagnant. Il l'a monté, on a gagné. On a le quota. Fait qu'on va produire du poulet à partir du mois de juin. Félicitations. Merci. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer là, un petit peu plus loin, là, l'aspect là, un C1, là, c'est partir à C1, puis... Moi, je le recommande à tout le monde, bien honnêtement. Parce que, ultimement, regardez, tantôt, il m'a demandé un peu les chiffres d'affaires, je n'y ai pas répondu. Je vais répondre ça, faire la passe vers le pourquoi faire un C1. Sur l'eau, on a démarré en 2004, chiffre d'affaires de 60 000. Aujourd'hui, 2022, on va closer l'année avec nos 26 employés, avec un chiffre d'affaires de tout près de 2,5 millions. À la base, avant pandémie, c'était un chiffre d'affaires de 2,1 millions, qui était 75, même 80% restauration, 5% vente à la boutique détail dans la nouvelle boucherie là, que vous voyez dans les images. Puis l'autre 15%, là, c'était... Il y avait un autre 5% de découpe à forfait pour les petits éleveurs, puis un 10% en boucherie spécialisée. C'était la manière qu'on était monté. L'après-pandémie, on est rendu avec... Là, les restaurants, c'est le fun, ça redécolle. Là. Ça, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je trippe. Vendre à des restaurateurs, passer 1h30 au téléphone avec un restaurateur, pour moi, c'est ma vraie paye. J'apprends. Écoute, le gars a du plaisir de travailler mon produit, il me dit tout ce qu'il peut faire avec et tout. Puis au bout de cette heure-là, c'est-tu malade? J'ai pas vendu 3 contre-filets pour 250$. J'ai vendu, prochain menu pour le prochain trimestre, vient de vendre pour 20 000$. Puis ultimement, j'ai créé le lien, puis je vais vendre pour 80 000$ dans l'année. Fait que moi, c'est ce qui m'allume. Ça fait des heures payantes, ça? Oui, j'ai peut-être l'air à l'argent en disant ça, mais Colin, c'est le fun. C'est la manière que j'aime de fonctionner. Mais ultimement, pour dériver vers la base de la question que je te disais, que j'allais repasser ces chiffres, c'était quoi d'autre, tu disais? Que j'allais reposer ça. Oui, pourquoi faire le C1? Faire le C1, c'est... quand vous allez vous faire votre salle de découpe, vous allez apprendre la boucherie parce qu'il n'y en a plus de bouchers. Il n'y en a plus dans les écoles. Il n'y en a plus qui font ce job-là. Fait que vous allez être obligé de découper vous autres mêmes. En le découpant, vous allez voir c'est quoi. Vous allez le comprendre, vous allez être capable de mieux le vendre. Puis, vous allez pouvoir le faire à n'importe quelle heure du jour. Ultimement, moi aujourd'hui, c'est 117 restaurants qu'on approvisionne, c'est 12 boucheries spécialisées, puis c'est 19 éleveurs de la grande région de Québec. Là, on compte Portneuf, Saguenay, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne veux pas choquer personne, puis Charlevoix. Donc, c'est les 3 grosses régions qu'on approvisionne. Il y a 19 éleveurs qui font découper chez nous dans ce secteur-là. J'ai du fun, j'ai gardé 19 meilleurs, parce qu'on en aurait plus que ça, mais ceux qui étaient trop compliqués ou c'était désagréable, on n'a plus de temps à l'horaire. Ça a donné comme ça. C'est simple. De toute façon, dans le calendrier d'ébitage, d'autres qui est closé jusqu'en février 2023. Quelqu'un qui nous appelle le matin, « J'ai élevé 2 petits veaux chez nous, je peux-tu les faire découper? » Oui, février 2023, organise-toi des hivernés. On est canné. C'est toutes les semaines. Puis il y a des semaines, ça passe pas, on cherche encore comment on va faire. Fait que, ultimement, de construire votre C1 chez vous, ça vous permet que, une fois que la carcasse est revenue chez vous, vous allez pouvoir contrôler votre vieillissement, découper au moment où ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire des produits, vous allez pouvoir faire des recherches et développement chez vous, vraiment travailler à votre goût le produit. Parce que, ultimement, quand on fait affaire avec un sous-traitant, même si c'est le meilleur, même si c'est Turlot qui est là pour vous sous-traiter votre transformation, on ne peut jamais être meilleur que le maillon le plus faible. À 26 employés en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre, j'ai certains maillons qui sont plus fragiles. Donc, on génère certaines erreurs parfois dans les commandes. Il faut être franc, c'est ça. Quand on est chez nous, on ne met pas la pression sur un sous-traitant, on le livre selon les critères de qualité que nous autres on veut avoir. Donc, d'avoir un C1 à la maison, moi je le recommande fortement à tout le monde. Que ce soit une préparation générale ou quoi que ce soit, d'y aller et d'aligner son modèle d'affaires en fonction de traiter ses carcasses et tout et tout. Mais c'est un métier en soi encore. Fait que là, tu viens de prendre une job 40 heures de mise en marché, tu prends une job de 50 heures de boucher, puis ta job d'agriculteur, c'est, on se promène avec le brin de porc à la bouche, il 10-15 heures d'agriculteur. Fait que c'est pas grave, on a un horaire de 90 heures, ça passe. Okay? Mais c'est un peu ça. Okay? Ultimement, là, c'est un permis général, quoi que ce soit, je conseille à tout le monde d'aller vers là, vers la ferme. Puis pourtant, c'est 40% de ma business à cette heure-là.
Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Fait que mon 40%, je vais continuer à réussir à le remplir, mais je pourrais pas le remplir si tout le monde va là. On n'arrivera pas là. Bien intéressant. Là, franchement, ça fait la boucle avec la question que je te posais au début. Tu sais, comment tu te sens comme... tu te sens-tu plus producteur ou transformateur ou maintenant? À la blague, moi, quand j'ai fait mon DEC en gestion agricole en 2003, je me suis dit avec les professeurs en disant il y a des ouvriers agricoles, puis il y a des gestionnaires d'entreprise. Puis à cette heure, ben, il y a des ouvriers agricoles, il y a des gestionnaires d'entreprise, puis il y a des entrepreneurs en agroalimentaire. Moi, je considère que je peux être entrepreneur en agroalimentaire. On est intégré verticalement. On a tout, à l'exception des cultures de l'abattoir. On fait notre transport d'animaux vivants, on fait notre transport de viande, on fait toutes les livraisons et tout, la transformation. La seule division qui nous reste à faire, tantôt tu parlais des erreurs, une qu'on a peut-être faite, j'ai pas attendu. J'étais allé à un encas à Montréal, j'ai acheté une faillite d'un centre de charcuterie sec. J'étais content, j'étais certain que c'était le deal d'une vie. On ouvrait en 2017 la boucherie que vous voyez depuis tantôt passer aux images. J'ai dit, hey, on pourrait installer ça au sol, on va le passer au financier. Regarde, une coupe de 100 000 de plus. On installe l'usine de transformation au sol, ça va bien aller. On a ouvert la boucherie en décembre 2017, puis en janvier 2018, la ferme a brûlé. Donc, on n'a pas eu le temps d'installer ça. Puis, à l'aube de nos 40 ans, moi et mon associé, on a fait... on va se faire une ferme qu'on aura pas besoin de retravailler. Donc, il y a eu beaucoup de temps qu'à faire. Puis, on a blasté un peu les montants de l'assurance. On a une ferme sur la coche. On est vraiment content, on y retouchera plus. Mais tout cet équipement-là que j'ai acheté à l'Enquête à Montréal, malgré que c'était un bon prix, elle dort tout au sol de la boucherie. Mais on attend d'avoir un petit peu d'équité, puis on va rentrer la nouvelle division charcuterie sec. Des beaux projets à venir. Oui, ça prend des projets. Excellent. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Nicolas? Bonjour, M. Turcotte. Salut. Guillaume Gendreau pour la ferme Marichel. Je suis aussi boucher et chef cuisinier. Projet relève ici. La question est entreprise versus famille. Quelle est la conciliation? Comment tu vis ça au fil des 19 dernières années? Que ce soit du départ jusqu'à maintenant. Parle-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Mais à travers de tout ça, nous autres, en 2008, on a eu notre premier enfant. Aujourd'hui, on en a 4. Aujourd'hui, c'est la fête de mon bébé. Elle a 7 ans, Béatrice, aujourd'hui. On a 4 enfants, 2 gars, 2 filles. Je dis tout le temps à la blague, des fois, quand je réussis à souper à la maison avec la famille, je dis « Bonjour, je suis pas un monsieur, je suis votre papa. » on fait des blagues comme ça. C'est très difficile. Dû au modèle d'entreprise. Puis là, il n'y a rien de négatif parce que ici, bon, Guillaume, qui se trouve être un client, on a travaillé au niveau de la restauration et tout, ou bien que j'ai d'autres personnes pour qui que je découpe de la viande en ce moment. Tu sais, la conciliation est très difficile par rapport à ce que on est agriculteur, à base, moi et Réa, on a un DEC en gestion agricole. On se lève le matin pour s'occuper de nos animaux. Donc, on veut aller s'occuper de nos animaux. Mais il faut aller partir de la boucherie pour nos employés, pour que les clients aient une belle expérience client. Ça commence très tôt, ça finit très tard. Le téléphone, juste depuis que je vous parle, il doit avoir sonné 17 fois dans mes poches. Il a encore sonné. Fait que, tu sais, ultimement, c'est une des échecs de ma vie. J'ai jamais réussi à trouver l'équilibre ou quoi que ce soit. C'est une des choses que si j'ai pas de relève dans l'entreprise, c'est à cause que j'ai pas trouvé cet équilibre-là. Parce que les enfants, ils ont une carence, parce qu'on est beaucoup moins présent, malgré qu'on essaie énormément d'être là. Je coach mes enfants à balle. T'sais. Je réussis pareil à avoir du temps avec eux, mais est-ce qu'ils en sont pleinement conscients? Je ne sais pas. Fait que, quand je parlais du modèle d'affaires, c'est que le matin, j'ai mes fournisseurs pour la ferme. À partir du midi, ben là, c'est les chefs de restaurant qui m'appellent. Puis ça, c'est quand ils m'appellent pas 1h du matin parce qu'ils viennent de finir le chiffre, ils ont fait leurs inventaires, puis ils sont en congé dimanche, lundi, mardi. Donc là, le samedi soir à 1h, ils appellent « Hey, dude, j'ai besoin de ça, parce qu'il veut pas que je le dérange lundi, parce que lui, lundi, va être en congé avec ses enfants. » Fait que tu sais, le téléphone sonne le matin de 5h15 jusqu'à 1h du matin. Donc, c'est très dur de concilier ça. Puis, on est dans un monde du 0 seconde. Si je réponds pas, l'autre à l'autre bout, il n'y a pas une garantie de son approvisionnement. Donc, je dirais que 2 fois sur 3, je perds la vente. Parce qu'il va appeler un autre fournisseur qui va répondre.
Donc, tu sais, la distribution, c'est très difficile à ce niveau-là aussi. Puis au niveau, ben là, maintenant qu'on a le détail, là, on est en questionnement. On a toujours ouvert les dimanches de l'été. Puis cette année, probablement qu'on n'ouvrira pas les dimanches, ou on va ouvrir les dimanches en formule simplifiée, expliquer aux clients. On va rentrer 2 étudiants de 14 et 15-16 ans qui vont opérer à la boutique, mais il n'y aura pas de boucher, il n'y aura pas personne. Ça va être remplir les comptoirs, puis ils vont être là pour faire payer à la caisse, pour faire le ménage. Parce qu'on ne peut pas surtaxer non plus nos permanents, puis on va avoir des conditions de travail pour maintenir notre main-d'œuvre. Fait que la conciliation, en ce moment, tu sais, c'est tough. Encore plus avec le manque de main-d'œuvre. On peut pas être plus franc que ça. Ouais. Écoute, tu le recommandes quand même. On sait que c'est dur, c'est un gros coup à donner. Moi, éventuellement, peut-être tu vas avoir de la relève, peut-être tes enfants, si tu réussis à les motiver. Mais c'est le rêve. On a 4 enfants, puis il y a de la place pour les 4 dans l'entreprise. Puis on le dit tout le temps à la blague. Mon plus vieux qui a 13 ans, il vient faire des chiffres le soir, il débarque l'autobus en avant de la boucherie avec la polyvalente, puis il va faire des chiffres le soir. À 4h30, il embarque avec le sarrau, il embarque en cuisine, il va tresser de la saucisse, mélange les ingrédients, il coupe la saucisse, il a fait de l'emballage. Il aime déjà ça. Jusqu'à 9-10 heures le soir. Ma deuxième, qui a 11 ans, Alice, elle fait déjà des cours en cuisine, pâtisserie, tout ça, puis tout. À 11 ans? Tu sais, la cuisine, elle prépare le souper. Parce que moi, on était à la boucherie, puis elle nous appelle en débarquant de l'autobus à 3h30. C'est quoi je fais? Comment je prépare les carottes? Les légumes, à part les cuisines, elle a 11 ans, tu sais. Fait qu'on a quand même des enfants qu'on a fait. Hey, au moins, ils sont pas ses tablettes. Puis le téléphone. C'est au moins ça. Hey, merci beaucoup, Nicolas. Très généreux de ta part là, pour ton temps et ton témoignage. Merci.